Merci beaucoup pour l'invitation. Donc j'imagine qu'on continue en français. On continue en français. Voilà, donc effectivement, on passe du jeu de cartes à un jeu en ligne. Donc ça change certainement les règles du jeu. Je pense qu'on n'a pas suffisamment pris en compte le changement de règles du jeu. Avant toute chose, je voudrais remercier un certain nombre de personnes dont j'ai emprunté des illustrations. Vous allez voir, et peut-être que ça va empiéter un petit peu sur l'intervention de la personne d'Embo un peu plus loin, je m'en excuse par avance, mais j'ai quelques illustrations qui viennent de Bernd Pulverer d'Embo, de Jessica Polka de Azabio et de Michel Paul à l'INSERM, donc je les remercie pour ces illustrations. Donc, on est passé de publications sur un support papier à, en fait, on les a fait rentrer dans un système électronique. Dans un premier temps, ce fut une transposition directe, c'est-à-dire qu'en fait, on a simplement numérisé ce qui était en version papier, et c'est que depuis quelques années, qu'en fait, on s'est mis en science à bénéficier de tout l'apport que le support électronique permet. Et notamment, maintenant, on se pose la question, qui est ici, de l'accès ouvert, de l'open access. Donc, on a parlé à l'instant de la question des APC. Je pense que c'est un aspect important des articles qui sont en open access. Vous allez voir que c'est pas... je vais développer d'autres points tout à l'heure. Et à côté des articles, on va dire, d'un certain nombre de maisons d'édition en accès ouvert, on a un certain nombre d'archives, dont certaines existent depuis déjà pas mal de temps, HAL en France, et puis PubMed Central aux États-Unis, et puis la déclinaison européenne des archives avec EuroPMC. Donc, il y a différentes manières, effectivement, on en a déjà parlé pas mal aujourd'hui, d'ouvrir l'accès aux publications scientifiques. Je ne vais pas m'appesantir sur cette diapositive qui reprend les différentes routes dont on a parlé, celle qui est dite dorée, on en a parlé à l'instant. Et on a vu qu'avec c'est la base de l'accord avec Wiley en Allemagne. La route verte qui est en France assez privilégiée et qui en fait fonctionne avec un archivage dans HAL notamment et qu'on voudrait dorénavant ouvrir dès le premier jour, dès le jour de la publication sans avoir d'embargo. Donc c'est l'un des éléments du plan S. Et vous avez ici évidemment un certain nombre de journaux qui fonctionne à 100%. On a entendu Nature Communication ce matin sur la route dite dorée. Alors, ce qui est apparu, et là je vais avoir un discours qui est très biologiste, puisque c'est mon domaine de recherche, et la nouveauté, on va dire, en biologie ces dernières années, c'est qu'on s'est converti, ou on essaye de se convertir, ou on essaie de promouvoir la conversion, ou de pousser vers les préprints. Donc je vais en parler par la suite. Mais juste avant, je crois qu'on a un petit peu discuté des charges qui pèsent sur le système de publication, parce que vous allez voir qu'en fait, dans l'approche qu'on peut avoir des préprints, on ne se positionne pas en contradiction avec une publication qui suit une évaluation par les pairs. Et dès le discours ce matin de Jean-François Bach, on était clairement dans une continuation d'un système d'évaluation par les pairs. Mais ce que vous voyez ici, c'est une estimation à gauche par un certain nombre de journaux et de maisons d'édition du coût des charges. Et vous voyez qu'on va de 50 à 20 000 euros. Ça, c'est une estimation. Je ne sais pas qui l'a faite exactement, mais elle est certainement très surestimé, ou peut-être. Et on a ici les montants dont on a parlé à l'instant, à la fois dans l'intervention de M. Bourguignon et dans la dernière intervention, entre 1 000 et 3 000, 5 000 euros. Ça, c'est une diapositive qui vient d'Embo et qui, en fait, montre une estimation aux alentours de 5 000 euros. Et avec ici, ce qui est intéressant, c'est de voir le découpage selon les tâches. Et en fait, on voit que pour l'essentiel, il s'agit de payer les personnels qui vont fonctionner pour
les journaux, et notamment pour le peer reviewing. Donc en fait, le travail des éditeurs, des bureaux, leurs déplacements, etc. Évidemment, il y a une part de marketing, mais on voit bien qu'il y a une très très grosse part qui est dans le traitement des articles. Et ça rejoint la discussion qu'on a eue aussi ce matin avec les nouvelles types de plateformes, où en fait on a bien entendu qu'il y avait des coûts de secrétariat à couvrir, et c'est quelque chose qui est très clair pour les éditeurs privés. Donc effectivement, sur la route dorée, on peut voir l'intérêt de la communauté, puisqu'il y a une augmentation extrêmement importante des publications, par exemple ici, de PLOS ONE, qui en fait s'est mis à décliner à partir du moment où est sorti Scientific Reports, mais les deux mis ensemble, en fait, plus d'autres journaux qui sont en open access complet, montrent que la tendance est très forte dans la communauté pour aller vers cette ouverture des publications. Alors, il y a une autre manière d'y parvenir, et c'est ça dont je voudrais parler pour l'essentiel, qui est à l'heure actuelle, en fait, promu par un certain nombre de personnes. Moi, je participe de ce mouvement avec d'autres, qui est en fait, en biologie, d'inciter à la prépublication, comme cela se fait depuis une vingtaine d'années dans d'autres communautés, avec des grandes variations, mais se fait déjà. Et l'invention est venue du journal Archive, avec Greenspan qui a lancé ce mouvement. Donc depuis quelques années, aux États-Unis, il y a un mouvement qui s'appelle ASAP Bio, donc pour accélérer la publication en préprint en biologie. Et c'est un mouvement sur lequel j'ai été moi-même alerté dès sa création, et j'ai essayé de relayer un certain nombre d'actions d'ASAP Bio en France, et je vais vous en parler dans un instant. Donc l'idée, en fait, c'est comme cela fonctionne dans d'autres communautés, qu'au moment de soumettre à un journal qui éventuellement va expertiser l'article et le refuser, puis de l'envoyer à un deuxième où ça sera un petit peu plus positif, mais pas encore tout à fait suffisamment pour être accepté, et avant que ça soit finalement accepté par le journal numéro 3 dans l'exemple ici, le préprint permet, au même instant qu'on envoie au journal numéro 1, en fait de déposer sur un serveur, dans un système d'archives, et donc de rendre immédiatement public le résultat de la recherche. Et vous voyez qu'ensuite, on pourra toujours confronter la version initiale avec la version finale qui a été expertisée par les pairs et dont on peut espérer que les conclusions soient les mêmes que la version initiale, mais où on peut imaginer qu'il puisse y avoir aussi des différences significatives. Donc ici, en fait, on est face, de mon point de vue, à un système qui remplit le cahier des charges de rendre ouvert l'accès le plus large possible à toute la communauté et au-delà. Et donc c'est certainement une solution dont il faut continuer de discuter. Donc ici, j'ai repris le tweet d'une des personnes impliquées dans bioRxiv qui résume en 10 points, puisqu'apparemment 10 points, c'est un chiffre honorable pour, comme on l'a entendu ce matin. Donc ici, effectivement, les préprints permettent de communiquer très rapidement et font que la communauté est au courant du travail qui est réalisé. Ça permet aussi d'avoir un feedback, un retour sur cet article et éventuellement de l'améliorer. Alors, juste à ce titre, je n'ai pas mis de diapositive là-dessus, mais souligner l'initiative de la Company of Biologists en Angleterre, qui en fait a lancé un système qui s'appelle Prelight, et ils ont recruté un certain nombre de jeunes scientifiques qu'ils appellent des prelighters, et ces prelighters en fait vont chercher dans un bioRxiv ou d'autres archives de préprint un certain nombre d'articles qu'ils mettent en lumière dans Prelight, sur lesquels ils écrivent des commentaires. Et s'ils le sélectionnent, souvent, c'est parce qu'ils ont trouvé ça très intéressant et ils ont des commentaires positifs, mais ils peuvent mettre des critiques. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a déjà des auteurs qui signalent que dans le processus de peer reviewing, ils ont tenu compte
avant de soumettre ou en resoumettant, à la fois des commentaires positifs et des critiques que les pre-lighters avaient pu leur faire. Et donc, ça ouvre un débat qui est beaucoup plus large. Ils ont pu aussi, certains, manifester auprès d'éditeurs de journaux que leur article avait bénéficié de ce pre-lighting et que donc ça devait valoir le coup de l'expertiser. Donc voilà, donc ça change les règles du jeu, ça aussi. N'importe qui peut le lire gratuitement, donc évidemment l'exposition est importante. On peut le citer, alors certains journaux n'acceptent pas qu'on cite des préprints, mais on peut les citer dans des demandes d'argent ou pour une application pour un travail, quel qu'il soit, dans le milieu académique ou ailleurs. Et on peut, non seulement on peut soi-même citer des préprints, mais nos préprints peuvent être cités. Et ça donne une citation qui a lieu beaucoup plus tôt que dans le système de peer reviewing. Les éditeurs peuvent aussi aller rechercher des articles, on en a entendu parler ce matin, et depuis déjà un certain temps, par exemple, PLOS Genetics a un ou plusieurs éditeurs, je ne me souviens plus, qui vont dans l'activité consiste à aller dans bioRxiv et puis d'inviter certains auteurs à soumettre à PLOS Genetics. C'est aussi un encouragement, alors je ne sais pas si c'est une tendance, mais j'ai l'impression que ça se vérifie. Dans les dernières conférences où j'ai pu aller, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient non publiées, qui de nouveau étaient montrées. Est-ce que c'est déjà un effet des préprints? C'est peut-être un peu trop tôt pour le dire, mais d'une manière générale, c'est vrai que ça accélère le processus. Donc au niveau international, effectivement, un certain nombre d'agences ont pris des positions très claires pour considérer que les préprints ont une forme de validité, ont le droit d'être cités et ont une reconnaissance. Et avec mon collègue Olivier Le Gall, on a mené à la reconnaissance par les deux alliances, celle des sciences de la vie et celle des sciences de l'environnement, donc à l'envie à Vissant, à la production, donc, ce qu'on a appelé un position paper, un article de positionnement, des deux alliances, le 16 octobre 2017. Vous avez le texte en anglais ici, qui en gros, le texte est beaucoup plus long que ça, mais dit que les préprints sont une forme valable de communication scientifique et doivent être pris en considération dans des processus de recrutement, d'évaluation et de promotion des chercheurs, ainsi que dans les évaluations des laboratoires et des projets. Ça, c'est les dernières statistiques que j'ai pu extraire du site ASAPBio concernant la croissance des préprints en biologie, où vous pouvez effectivement observer que depuis 2015, il y a un véritable envol, en fait, qui est concomitant avec la création au Cold Spring Harbor de bioRxiv, que vous voyez ici. Donc, on en est à plusieurs milliers de préprints qui sont déposés à bioRxiv chaque mois. Et ce qui est très intéressant de noter, parce qu'on a l'habitude de considérer que les préprints émanent de la communauté scientifique, etc. En fait, il y a eu une éditrice à Nature et une éditrice en chef qui a senti les choses arriver en biologie, mais un peu trop tôt, parce que vous voyez qu'il y a quelque chose qui s'est appelé Nature Proceedings. C'est Annette Thomas qui avait monté ça en 2007. Et Nature Proceedings, c'était des préprints, mais ça s'est arrêté en 2012 parce qu'en fait, ça ne décollait pas. Mais voilà, c'était pour aussi souligner cette diversité de voir les choses, y compris chez les éditeurs. Il y a évidemment un nombre de serveurs de préprint à l'heure actuelle qui est relativement important. Évidemment, celui qui a le plus de faveur de la communauté des sciences biologiques, c'est bioRxiv, mais vous voyez qu'ont émergé d'autres archives de préprint qui sont thématisées selon la typologie de la recherche qui est réalisée. Alors, qu'est-ce qui se passe après un préprint? Effectivement, l'article est soumis dans un journal, il est reviewé par les pairs. Pour autant, faut-il que ce journal accepte qu'il y ait eu un préprint préalable. Donc ici, vous avez une liste de journaux qui acceptent
de voir arriver des articles qui ont été préalablement déposés sous forme de préprint. Et ce que vous voyez à droite, c'est une première quantification qui a été faite dans un article récent qui lui-même a été déposé dans bioRxiv du devenir. Alors là, c'est limité au domaine de la génétique. C'est pour ça que vous voyez ici Nature Genetics, Genome Research, etc. Du temps qui s'écoule entre le moment où le préprint a été déposé et la publication finale avec une médiane à 166. Et vous voyez que c'est dans Nature Genetics que ça a pris le plus de temps d'être ensuite expertisé et publié. Et vous avez tous les journaux ici, les journaux principaux en tous les cas, qui publient des articles de génétique. Donc ça, c'est une donnée qui a été produite à l'INSERM, où vous pouvez voir que les labos INSERM se sont aussi lancés dans les prépublications à bioRxiv notamment. Vous voyez que ça suit à peu près la même courbe qu'à l'international, et les articles sont un certain nombre, 39%, ont été ensuite publiés. Donc vous voyez qu'il y en a forcément dans la dernière année, certains sont toujours en train d'être expertisés et sont publiés en grande partie dans Nature Communications, eLife, Scientific Reports, etc. Vous avez la liste ici même. Donc, oui, petit problème. Bon. Ouais, c'est là, mais j'arrive pas à le relancer. Non, vous n'aviez pas ouvert celui-là. Mais alors, on va... C'est bon. Ce qui me semble important en même temps qu'on parle d'ouvrir l'accès aux publications, c'est aussi de considérer qu'il y a d'autres aspects, d'autres éléments. Et on en a un petit peu discuté, mais probablement pas suffisamment. C'était la discussion dans la présentation de Nature Communications. Ici, c'est une diapo qui vient de EMBO. Je pense que c'est devenu extrêmement important de publier aussi les revues, et pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un outil éducatif, c'est-à-dire que pour un étudiant, pour un postdoc, pour un jeune chercheur, à travers la lecture de revues, il peut lui-même apprendre à faire des revues et aller rechercher les meilleurs exemples sur la manière dont il faut procéder. On a parlé et dit qu'effectivement, c'est une manière aussi de créditer les reviewers. Et je pense que le côté responsabilisation des reviewers et au-delà de ça, le côté épistémologique et histoire des sciences, extrêmement important. Je trouve que ce serait toujours intéressant, ou ça le sera dans 20 ou 30 ans si on ouvrait les revues dès maintenant, de même qu'on pourrait se dire que certains articles qui ont été des révolutions, on aimerait bien savoir comment ils ont été expertisés il y a 20 ans, il y a 30 ans ou 40 ans ou plus. Et donc l'ouverture de ce coffre de revues, c'est certainement quelque chose qui est aussi très intéressant et qui aurait beaucoup de vertus. Et je pense qu'on devrait certainement, en tant que scientifique, pousser à ce que ces revues soient ouvertes. Les méthodes, on en a un petit peu parlé. Un certain nombre de journaux sont revenus sur la technique qui consistait à faire des sections de méthodes tellement courtes qu'en fait c'était quasiment une succession de mots-clés et que c'était absolument impossible de même imaginer comment l'expérience avait été réalisée. Donc
effectivement, la publication électronique en ligne permet de donner toutes les informations. Et il y a aussi, évidemment, on peut lier ça avec des sites comme Protocols.io qui permettent de donner tous les détails. Encore une diapositive d'Embo, parce que je pense qu'il faut un travail assez remarquable là-dessus, sur les données primaires. Et on en a parlé aussi. C'est certainement un aspect à prendre dans cette globalité. D'autres exemples de comment est-ce qu'en tant qu'institution de recherche, on peut se positionner, parce qu'effectivement, on a dit à plusieurs reprises, en tant qu'institution de recherche, on finance la recherche, et puis finalement, l'objet final, la publication, on a abandonné, ou on n'a jamais considéré qu'on devait s'en occuper. Ça a toujours été finalement un objet pour des maisons de publication qui en font un profit. Donc il y a des initiatives aussi pour monter des journaux. Ça peut être, on a entendu ce matin avec Epiccience, mais on peut imaginer aussi qu'un certain nombre d'institutions, le CNRS, l'INSERM en France, DFG en Allemagne, etc., pourraient aussi avoir l'envie de se regrouper pour monter leur journal en ouvert. Enfin, tout ce dont on discute, en fait, précédemment, la manière de fonctionner précédemment a largement, et on l'a dit, il faut le redire, largement structuré la manière dont les chercheurs sont recrutés et évalués et dont les projets sont financés. Il y a une initiative qui a émané des biologistes cellulaires. Alors, je trouve ça très intéressant. Moi, je suis moi-même neurobiologiste cellulaire, donc j'ai été au courant de cette initiative très tôt, puisque ça a eu lieu à une conférence de l'American Society en 2012 à San Francisco, qui s'appelle DORA. Et cette initiative, en fait, l'accord DORA a été signé par toutes les institutions principales en France, en premier lieu par l'INSERM, et ensuite par le CNRS, l'ANR, l'INRA, etc. Et je crois que ce qui va avec les nouvelles règles du jeu, c'est certainement d'adopter DORA, mais de l'adopter pas simplement en le signant, mais aussi en l'appliquant, ce qui nécessite certainement une révolution culturelle dans le milieu de la recherche. On en est encore loin, mais voilà. Donc, un certain nombre d'initiatives, par exemple à l'INSERM, ont consisté, dans les dossiers pour recruter les chercheurs, à leur demander de découper leur expérience professionnelle en 2 ou 3 tranches de vie, et à dire quelle était dans chacune ce qu'ils avaient fait de plus important, qui peut être une publication, mais qui peut être autre chose. Et donc, les experts peuvent au moins se dire qu'ils peuvent aller regarder, par exemple, les 3 articles les plus importants et les regarder réellement, et surtout ne pas considérer simplement le journal dans lequel ces travaux ont été publiés. Donc, si l'on veut établir les nouvelles règles, il me semble qu'on a un certain nombre de questions à résoudre. Sur les préprints, est-ce qu'on en veut? Est-ce qu'on l'adopte? Les archives post-publication. Et puis, comment est-ce qu'on va ouvrir des archives pour les données? Les différentes routes, les différents journaux et les différentes routes, on en a beaucoup parlé. Les APC, on a largement couvert le sujet. Que doit-on payer et quel est le niveau? Qui doit organiser et financer le process de reviewing? J'ai entendu ce matin l'idée qu'il fallait qu'il y ait un retour de sociétés savantes. Je pense que c'est à prendre en considération parce que dans les nouveaux systèmes, les journaux des sociétés savantes sont les premiers à certainement souffrir, par exemple, d'un abandon des abonnements. Et puis, dans l'évaluation, est-ce qu'on doit vraiment continuer, et ça je m'adresse à ceux qui continuent de le faire, évidemment, donner de la moindre importance aux facteurs d'impact, et si on les abandonne, quelle importance on donne dans cette nouvelle ère à l'endroit où se trouve l'article, donc au journal qui l'aura accepté, comment est-ce qu'on prend ça en considération ou pas, comment on fait en sorte ou pas d'ouvrir les revues, et pour éventuellement les prendre en compte dans l'évaluation, puisqu'on aurait là l'évaluation par des experts, potentiellement, si c'est fait sérieusement, évidemment. Et puis, il y a la question qui revient souvent aussi, de comment on apprend à être reviewer, et ça rejoint le point précédent, certainement, déjà en publiant les revues. Merci.
Merci beaucoup. On a le temps pour quelques questions rapides. Il y a Édouard Brézin qui... Oui, je vous remercie pour votre exposé. J'appartiens à une communauté qui est celle de Paul Ginsparg, que vous avez cité, donc, qui a créé Archive en 1991. Il y a des éléments que vous n'avez pas cités qui, pour nous, ont joué un rôle essentiel. 91, c'est quand même l'époque où, à l'est de l'Europe, il n'y a plus un sou pour faire de la recherche après la chute du mur. Et il est clair que sans des bases de préprint comme Archive, nos collègues auraient été encore plus éliminés du mode scientifique. J'ai souvenir, la même année ou presque, d'être allé à une rencontre à une nord-ouest de la Turquie, une ville qui s'appelle Edirne, où ils n'avaient pas un sou pour les revues. Donc ils envoyaient un chercheur une fois par mois à Ankara, en avion, qui photocopiait ce qui lui paraissait intéressant pour que ses collègues puissent continuer à travailler. On est sorti de tout ça grâce à Archive. Nous avions au départ tous collectivement la crainte que ce soit une poubelle, c'est-à-dire qu'on y publie n'importe quoi, puisqu'il n'y a par définition aucune relecture autre que déontologique. Les injures, évidemment, ne sont pas autorisées. Et le résultat a montré qu'il n'y avait rien de ça. Il y a des articles faux, ils sont ignorés par la plupart des gens. Ils ne jouent aucun rôle négatif comme on avait pu l'imaginer au départ. De la même façon, actuellement, pour beaucoup, l'intérêt de la publication a disparu. Archive est si universellement accepté par les revues de physique théorique qu'aucune n'a pu s'opposer à une prépublication dans Archive. La communauté, sur ce plan, a gagné. Il y a aussi, par rapport à ce que vous avez cité, qui m'a frappé, une unicité qui est que je vois fleurir un paysage en biologie qui me fait un peu peur. Là, l'unicité d'Archive permet quand même de lui donner un rôle absolument essentiel. Donc voilà quelques-uns des éléments que vous n'avez pas eu le temps de citer qui font que ce système appartient à la science aujourd'hui. Même il y a eu un jour où Ginsparg avait un conflit avec la NSF qui ne voulait plus lui donner un technicien. Il a dit « je ferme Archive ». Il y a eu, pendant 8 jours, il y a eu une révolte mondiale. Vous n'imaginez pas tous les messages qui ont été envoyés. Donc voilà, c'est une réalité et ça n'est pas toutes les disciplines. En physique expérimentale, il y a des gens qui continuent à penser que la validation par les pairs est préalable et nécessaire. Moi, j'ai toujours ouvert de grands yeux, car rien n'interdit à un auteur d'Archive d'envoyer son article après à une revue. Quant au plagiat éventuel que ceci pourrait ouvrir, je n'en ai pas de souvenir réel, ou en tout cas pas plus que dans les plagiats qu'on trouve dans les revues papier. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, c'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Oui, madame. C'est qu'on parle des articles, on parle un peu des données aussi, mais si on suit un peu ce qu'ont fait certains éditeurs commerciaux, je ne vais pas donner de nom, mais il y a des rachats qui se sont passés et qui se passent depuis un certain temps, de absolument toutes les étapes de processus de la recherche, des données, mais aussi des choses en amont, et de managers éditoriaux. Et donc après, quand par exemple on parle de copyright, ça devient très ambigu, parce que quand les articles sont gérés électroniquement, bah, en fait, s'il y a une société savante que je connais, qui a certaines revues, et qu'entre-temps, un éditeur a racheté le manager, l'entreprise qui gère ça, ça change un petit peu la donne. Donc en fait, est-ce que tout ça est suivi en fait aussi? Parce que ces évolutions-là, c'est pas seulement les articles, c'est aussi tout, hein, les données que vous produisez comme ça aussi gratuitement, ça pourrait être racheté. On fait de notre mieux. Bipress a été racheté, Arias a été racheté, etc. Ouais. Voilà. Je crois que, là c'est un peu difficile de répondre. Moi personnellement, je n'arrive pas à suivre tout ce qui se passe parce que c'est une évolution à une vitesse incroyable. Au niveau de l'INSERM, on fait de notre mieux pour suivre ça. Je crois qu'on le fait pas trop mal. Après, oui, il faut voir aussi que les grandes maisons de publication se sont intéressées au cahier de labo électronique, par exemple, puisqu'elles ont racheté des solutions de cahier de labo électronique
Donc c'est assez facile d'imaginer l'intérêt qu'il peut y avoir à proposer des solutions de cahier de labo électronique. Donc ça va un peu dans ce sens. Mais bon, voilà. C'est au milieu académique de s'organiser pour être en position de force et pas l'inverse. Je crois qu'avec nos amis allemands, on devrait être très proches et les soutenir parce que ça nous soutient aussi. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? J'en avais juste une. Je ne suis pas biologiste, mais il me semblait que bioRxiv, qui est arrivé dans le paysage un peu plus tard, avait aussi été d'une certaine façon allé plus loin que d'autres, dans la mesure où il y a vraiment des espaces de discussion, de forums qui sont utilisés. C'est vrai ça ou... Oui, c'est vrai, mais on ne peut pas dire que ça décolle réellement. C'est pas encore... à la limite, les discussions ont lieu sur Twitter par les relais, par des fils qui relaient les articles, plus que directement sur bioRxiv. Il y a un petit peu, mais ce n'est pas encore vraiment ça. D'accord. Merci. Merci de nouveau.